Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci, merci Manon, merci Alexis d'être présents et présentes ici ce soir à Clermont-Ferrand. Merci à vous d'être là, présents aussi pour ce meeting de l'Union populaire qu'on a le plaisir d'organiser et d'accueillir ce soir. Alors moi, je me présente, je suis Marianne Maximi, je suis élue municipale et membre du Parlement de l'Union populaire. Et j'ai une nouvelle fois le plaisir d'ouvrir ce meeting devant vous, si nombreux et nombreuses, et d'accueillir donc Manon Aubry et Alexis Corbière. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord adresser des remerciements. Je voudrais qu'on commence ce meeting en mettant la lumière sur toutes les militantes et tous les militants qui font depuis des mois une campagne formidable. Je vous parle de toutes celles et de tous ceux qui collent des affiches tous les jours, par tous les temps. Je vous parle aussi de toutes celles et tous ceux qui diffusent notre programme partout où c'est possible, sur les marchés, devant les entreprises, les écoles, qui font du porte-à-porte. Ici à Clermont, ce sont des milliers de portes auxquelles nous avons toqué depuis janvier pour inciter les habitants et les habitantes de notre ville, de notre métropole, à s'inscrire sur les listes électorales. Et on fait ce travail-là pour combler malheureusement les défaillances de l'État, du gouvernement et aussi des collectivités territoriales qui ne prennent pas leur part dans ce travail-là et la responsabilité de rendre accessible cette démocratie. Je vous parle aussi des militants et des militantes qui organisent des événements partout, dans tout le département, parce que c'est ce qui nous concerne ce soir, mais aussi partout en France, évidemment. Je vous parle aussi de celles et ceux qui diffusent toutes nos actions sur les réseaux sociaux. Et c'est un travail évidemment très important en 2022. Et je vous parle aussi de toutes ces personnes qu'on ne voit pas forcément, mais dont l'énergie et le travail sont évidemment très précieux pour mener une campagne présidentielle. Et puis je voudrais aussi remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont installé cette salle ce soir pour vous accueillir. Les camarades de la régie, les camarades de la retransmission vidéo, le service d'ordre, bref, toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette soirée soit une réussite. Alors oui, on peut les applaudir et je vous remercie de le faire parce que ce travail-là, on ne le compte pas en nombre d'heures, en temps passé, mais c'est ce qui fait aussi une campagne présidentielle pour qu'elle soit la plus forte possible sur tout le territoire. Et je voudrais aussi remercier les amis qui sont présents à la tribune. Alors, je vais déjà saluer Cécile et Azelma, qui sont mes collègues du Parlement de l'Union populaire, qui sont avec nous ce soir. Mais aussi tous les camarades qui sont là, c'est-à-dire Apo, Aurélie, Sylvain, Lilou, Pierre, Valérie, Guillaume et Michel, qui représentent ce qu'est l'Union populaire dans notre département. Alors, toutes les semaines, c'est une quinzaine d'événements comme celui-ci qui ont lieu, partout en France. Toutes les semaines, c'est des salles comme celle-ci qui sont remplies et un public qui repart convaincu. Rien que depuis lundi, c'est des meetings tous les jours. Je vous le disais, par exemple, mardi dernier, 700 personnes à Besançon. Hier, à Lille, c'était 800 personnes qui se sont réunies pour partager nos idées. Ce soir, en même temps que nous, se tient par exemple un meeting à Poitiers avec Clémence Guettet, Bastien Lachaud et Thomas Porte. C'est la même chose à Châlons-en-Champagne avec Mathilde Panot. Quelle force aujourd'hui est capable de remplir toutes ces salles tous les jours sans la présence d'un candidat? Il n'y a que l'Union populaire qui est capable de faire ça. Parce que là, je ne vous parlais pas des meetings en présence de notre candidat Jean-Luc Mélenchon. La Défense en décembre, Nantes, Montpellier, Saint-Denis à La Réunion. Et ce dimanche, 15h à Lyon, pour un grand meeting pour la paix. À chaque fois, ce sont des milliers de personnes présentes dans la salle et bien plus encore qui le suivent soit sur la télévision ou sur les réseaux sociaux. Et pour dimanche, j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que le bus qui part de Clermont-Ferrand est complet. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'on est nombreux et nombreuses. Mais pour celles et ceux qui souhaiteraient venir à Lyon, je vous invite à passer à la table à la fin du meeting parce qu'on organise des covoiturages pour évidemment essayer d'y aller encore à plus nombreux et nombreuses. Alors aujourd'hui, nous sommes à 38 jours du premier tour. 38 jours.
Et moi, je voulais vous parler de cette campagne qui est historique sur bien des aspects. Elle est historique en raison des enjeux qui sont face à nous. Vous le savez, on vit depuis 2 ans une pandémie avec toutes les répercussions qui vont avec, qu'elles soient sanitaires, économiques et même démocratiques. Pendant un temps, certains et certaines ont voulu croire que ça allait faire un électrochoc, qu'on allait prendre conscience que le monde était absurde et qu'on allait le changer. On a voulu croire que le saccage de l'hôpital public allait cesser, que tous les métiers, ceux des premières de corvée par exemple, les métiers du lien, les métiers essentiels et si mal payés, si durs, allaient être enfin reconnus. Certains ont voulu y croire, mais bien sûr, il n'en a rien été. Je vous le disais, c'est un moment qui est historique parce qu'on est aussi à un tournant. Notre planète est gravement menacée par le changement climatique et le GIEC, qui a sorti son dernier rapport il y a quelques jours, ne fait que confirmer ce qu'on craint évidemment. La seule solution, c'est d'agir maintenant. Historique aussi, malheureusement, c'est que depuis une semaine, évidemment, c'est la guerre en Europe, qu'on pensait peut-être trop naïvement derrière nous, qu'on pensait peut-être reléguée au livre d'histoire. Donc évidemment, cette période, ces 3 enjeux climatiques, sanitaires et diplomatiques font que cette campagne est évidemment très importante. Alors concernant la guerre, j'en profite pour vous inviter à venir samedi matin à 11h devant la préfecture du Puy-de-Dôme pour un nouveau rassemblement unitaire et pour porter notre parole, celle de la paix et de la diplomatie, celle du pacifisme et de la lutte contre l'impérialisme, mais aussi celle du non-alignement, celle de la solidarité entre les peuples. Et loin des caricatures outrancières que nous font des adversaires politiques, nous serons présents évidemment en solidarité avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui se battent aujourd'hui ou qui fuient aussi leur pays pour se protéger, mais aussi avec les Russes qui sont aujourd'hui opposés à la guerre et à Poutine. Mais cette campagne, elle continue, elle doit continuer. Ce contexte extrêmement grave et anxiogène nous confirme une chose. Il faut que tout change. Il faut que tout change parce que le moment est décisif. Le bilan du quinquennat Macron est évidemment catastrophique. Explosion des inégalités, inaction climatique, pouvoir autoritaire et répressif. Comment peut-on penser aujourd'hui qu'il peut être à la hauteur des enjeux de l'avenir ? Nous, l'avenir en commun, l'Union populaire, nous sommes la seule réponse. La seule réponse face aux 2 visages de l'extrême droite, face à la droite extrême et face à Macron et son bilan désastreux. Alors, dans cette actualité bien chargée, il y a aussi des bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, elles nous concernent. La semaine dernière, nous avons obtenu les 500 parrainages et même bien plus pour que notre candidat puisse être candidat. On a aussi passé la barre des 300 000 soutiens à la campagne. Et puis, il y a aussi des sondages. Alors, on a toujours été évidemment très prudent avec les sondages, mais on peut quand même remarquer quelque chose. Quand ils indiquent tous la même chose, c'est qu'il se passe quelque chose. Et évidemment, nous, les sondages ne font qu'en monter semaine après semaine. Même mieux, depuis quelques jours, les sondages nous placent devant Pécresse. Alors maintenant, il nous reste à l'atteindre cette 2e place. Il nous reste à dégager l'extrême droite clairement de ces sondages et des urnes. Alors, il faut se dire un truc aussi, parce qu'on nous a rabâché pendant 5 ans qu'il n'y avait pas d'autre solution qu'un duel Macron-Le Pen. Mais ça, ce n'est pas une fatalité, c'est faux. La gauche doit être là, Jean-Luc Mélenchon doit être au 2e tour, et c'est ce que nous faisons tous les jours pour que ça arrive. Oui, le 10 avril, on peut être au 2e tour. Oui, le 24 avril, on peut gagner. Oui, on peut faire la planification écologique. Oui, on peut partager les richesses. Oui, on peut faire une constituante pour la 6e République. Oui, on peut appliquer notre programme L'Avenir en commun. Ce qui fait sa force à ce programme, d'ailleurs, c'est sa cohérence. Et avant de conclure, je voudrais insister là-dessus. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, on a consacré une bonne partie de nos forces à organiser des caravanes, notamment dans les quartiers populaires, mais pas que, dans les villes de la métropole.
Et la grande force pour convaincre que nous avons, c'est ce programme parce que tout se tient. Notre région, l'Auvergne, on le sait, est durement frappée par la désindustrialisation, notamment la métallurgie, les pertes d'emplois, notamment chez Michelin, ou d'autres grands groupes comme on va le voir dans pas longtemps. Notre ville aussi, elle subit, malheureusement comme dans plein d'endroits en France, des tags racistes, des agressions par des groupuscules d'extrême droite. Bref, on assiste à tout ce qui peut diviser notre société. Dans ces caravanes, donc, je vous le disais, les gens qu'on pouvait rencontrer nous interpellaient. Ils s'inquiétaient, et ça c'est bien normal. Ils s'inquiètent pour leurs enfants, à tout point de vue d'ailleurs, pour l'accès aux études, l'accès à l'emploi, pour le monde qu'on allait tout simplement leur laisser et la haine qui se déverse partout, sur les plateaux télé évidemment, mais partout, je vous le disais, dans la rue. Et c'est là que se joue la force de l'avenir en commun. Je vais prendre juste un exemple flagrant pour moi, frappant, c'est celle de l'allocation d'autonomie. Cette allocation d'autonomie, quand j'étais étudiante et syndicaliste, je me battais pour que quelqu'un, un politique, le propose. Et aujourd'hui, cette allocation d'autonomie, nous la proposons dans notre programme. Et en plus, on y intègre les filières professionnelles. Pour chaque jeune en formation professionnelle ou supérieure, nous proposons 1 063 € mensuels pour mener la formation que l'on veut, acquérir le plus de connaissances possible et de compétences évidemment, et peu importe les moyens des parents ou leur origine. Tout ça, ça sert à pouvoir faire les métiers qui sont indispensables à la bifurcation écologique, qu'ils soient agricoles, industriels ou dans les services. Former, créer de l'emploi, répartir la richesse pour relever le défi écologique. Voilà les problèmes qu'on aborde. C'est les problèmes de notre temps, et c'est ceux de l'avenir en commun. Et donc, nous, ce qu'on propose face à un monde qui serait fait de haine ou de concurrence généralisée, c'est bien autre chose. Et c'est ce qui est la nouvelle affiche de Jean-Luc Mélenchon que vous avez dû voir paraître hier, c'est effectivement, oui, un autre monde est possible. Et si on continue sur notre lancée, et qu'on consacre toute notre force à convaincre, d'ici le 10 avril, il est réellement à portée de main. Alors, je vais juste conclure sur des choses, des informations assez pratiques et nécessaires, mais c'est mon rôle, c'est de vous rappeler à toutes et tous, si vous êtes venus ici, c'est que d'une part, ça vous intéresse, vous êtes peut-être déjà convaincus, vous avez besoin d'entendre nos députés vous convaincre. Toujours est-il que moi, je vous invite, avant de partir, de passer à la table où il y a les militants et les militantes de l'Union populaire, de laisser vos contacts, de vous inscrire dans les GA, de vous inscrire sur les actions, de prendre du matériel, d'acheter le programme, et de faire tous en sorte de réussir cette grande marche qu'on appelle le 20 mars prochain à Paris, de vous inscrire auprès des camarades. Chaque action compte, chaque voix compte. Il nous reste 38 jours pour convaincre. Donc ça commence maintenant ici à Clermont-Ferrand. Donc passez à la table, je vous invite à le faire. Après le meeting aussi, Alexis Corbière fera un temps de dédicace au fond de la salle là-bas. Il y a une petite salle qui est installée. Je vous l'annonce tout de suite parce que c'est intéressant de pouvoir aussi échanger après le meeting. Et enfin, pour terminer, la tradition dans les meetings clermontois, c'est de donner la parole à celles et ceux qui luttent. Et ce soir, je vous invite à accueillir très chaleureusement la délégation de l'intersyndicale d'Euroapi, de Vertolaye. Donc c'est une petite commune à côté d'Ambert, qui viennent vous parler de leur lutte. On va parler des industrialisations, de grands groupes qui font des profits honteux sur notre dos. Ça fait 2 ans qu'ils se mobilisent, ça fait 3 semaines qu'ils sont en grève pour défendre 800 emplois dans une vallée où il ne reste plus grand-chose malheureusement comme plein d'endroits en France. C'est un ancien site, c'est une ex-filiale de Sanofi. Et donc je vous invite à les accueillir chaleureusement, ils vont vous raconter tout ça. Faites du bruit, hein. Merci. Bonsoir à tous. C'est ma première prise de parole en public. J'ai un petit peu chaud. Alors en préambule, je voulais remercier en fait l'équipe d'organisation au sens large pour nous accorder ce temps de parole si généreusement, simplement pour parler de notre situation. Voilà, et comme ça a été dit, ça fait 2 ans qu'on lutte
contre ce qu'on appelle finalement un hold-up industriel, financier et social. On fait partie aujourd'hui d'un grand groupe qui s'appelle Sanofi, qui vient de créer une filiale de toutes pièces appelée EuroAPI. Tout simplement, en fait, le bien fondé de cette cession, de cette filiale à venir, c'est qu'on ne rentre plus dans les critères d'hyper-rentabilité décrétés par le groupe. Aujourd'hui, le site de Vertolaye fabrique des médicaments qui sont destinés à la population, à la santé grand public. On n'a plus un seul produit, nous, aujourd'hui, qui est défendu par des brevets. On est ce qu'on appelle, on est tombé dans le domaine public. Donc on subit finalement la concurrence asiatique de plein fouet. Donc les conséquences de tout ça, c'est qu'on a un site qui est très peu rentable, qui a un gros défaut, entre guillemets, de productivité. Mais pour autant, on arrive malgré tout à réaliser quelques profits. Simplement, on ne rentre plus dans les critères. Donc la difficulté à venir, et c'est pourquoi on s'est mobilisé maintenant depuis maintenant 3 semaines avec les salariés et les camarades, tout simplement parce qu'on est très inquiet pour notre avenir. Sanofi s'est totalement désengagé du site depuis une dizaine d'années, en faisant le minimum d'investissement pour qu'on puisse tout simplement continuer à produire, mais le minimum vital. La réalité de notre site aujourd'hui, c'est qu'on a des besoins d'investissement simplement pour remettre nos équipements à niveau, pour pouvoir pérenniser l'outil de travail, de l'ordre de 150 millions d'euros. On a des marges brutes qui sont quasiment proches du néant. Et la difficulté à venir, c'est comment financer 150 millions d'euros quand de toute façon, on est incapable de le faire nous-mêmes. Donc on est dans un groupe aujourd'hui où il y aura 6 sites industriels. On n'est pas exactement tous dans la même situation. Il y a des sites qui sont plus profitables que d'autres. Mais la filiale France, entre guillemets, de cette nouvelle filiale EuroAPI, c'est celle qui est le plus en difficulté. Donc notre difficulté, en fait, et notre inquiétude, c'est que demain, quand on sera mis en bourse, qu'on sera cédé par le groupe, qu'on se retrouve finalement dans un tout petit groupe où il n'y aura que 6 sites industriels. Et on sera à ce moment-là sujet aux décisions qui seront prises par un nouveau conseil d'administration avec des nouveaux actionnaires, sans tout l'historique et sans la puissance financière finalement de Sanofi pour nous porter. Il faudra qu'on fasse appel à la solidarité, mais la solidarité des actionnaires aujourd'hui, quand ils devront mettre en berne leur rémunération pour venir investir sur un site à la campagne, qui aujourd'hui n'est pas pérenne, nous on n'y croit pas du tout. Donc notre combat, il est assez simple. Pour bien comprendre dans les grandes lignes, ce qu'on vient de dire, c'est 150 millions d'euros d'investissement, c'est nos besoins. La mise en bourse, qui est prévue pour la fin du mois de mars, l'estimation finalement de la vente de cette filiale, elle est estimée au milliard d'euros. Le deal, en fait, qui était décidé au départ, c'est que Sanofi nous rétrocède une partie de ces produits-là pour qu'on puisse finalement réaliser nos investissements. Au mois de janvier dernier, ils ont rétropédalé. Ils ont considéré que nous, si demain on voulait investir sur nos sites, il fallait qu'on se tourne vers les banques, qu'on se débrouille avec les banquiers, et eux, ils ramassent le pactole. C'est un scandale, en fait. C'est un scandale industriel. Donc si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour ouvrir ce débat-là. Et on a aussi besoin de vous, finalement, à chaque fois que vous allez ouvrir des débats sur la relocalisation de fabrication de médicaments, sur la réindustrialisation de la France, sur la lutte contre la pénurie des médicaments. C'est simplement de vous approprier notre combat et de l'utiliser, même au plus haut niveau médiatique, même au plus haut débat, dans les plus hauts débats politiques, tout simplement pour nous assurer, nous, une couverture médiatique pour qu'on puisse finalement être entendu par notre direction et pour que vous, finalement, vous utilisiez un sujet de terrain pour porter ces sujets-là qui, de toute façon, aujourd'hui, touchent le quotidien de tout le monde. Voilà, merci. Merci à vous. Et d'ailleurs, pour les soutenir, on met à disposition une caisse de soutien qui est à l'entrée de la salle. Donc, n'hésitez pas parce que se mobiliser, faire la grève, voilà, la caisse de soutien est même là. Donc, elle vient à vous, c'est parfait. Et chacun met évidemment à la hauteur de ce qu'il peut. Il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, c'est important cette solidarité, parce que tenir quand on a des grands groupes face à nous, voilà, il faut du monde derrière, il faut du soutien et financier, c'est important aussi. Donc, je vous remercie d'être solidaires. Alors maintenant, je vais laisser la parole à notre première invitée de ce soir.
Elle est députée européenne, coprésidente de la gauche au Parlement européen. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très fort Manon Aubry. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Marianne, merci à toutes et tous qui avaient organisé ce meeting ce soir. La dernière fois que j'étais venue, et si je ne dis pas de bêtises, c'était dans cette salle. Et donc peut-être il y avait peut-être un certain nombre d'entre vous qui étaient déjà là à ce moment-là. Ouais, je vois des têtes que je commence à reconnaître. Et ben d'abord, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir organisé ce meeting ce soir. Tu l'as dit Marianne, mais je veux insister particulièrement pour Alexis et moi, parce qu'on fait partie de ces gens-là qui débarquent, qui vont d'une ville à une autre, d'une salle à une autre. Parfois, on oublie même dans quelle ville on est. Mais on mesure le travail qui est fait au quotidien par les militantes et les militants, sans qui, en fait, il n'y aurait tout simplement pas de campagne. Et si aujourd'hui, et tu l'as rappelé Marianne, on est capable d'organiser autant d'événements sur tout le territoire en même temps, c'est grâce et avant tout à toutes celles et tous ceux qui dédient autant de temps, souvent sans compter, mais qui se battent parce qu'ils ont un objectif et un espoir. C'est bien que la candidature de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire puisse accéder au second tour. Et c'est bien cette parole que nous sommes venus représenter. Mais si nous pouvons le faire, c'est grâce à toutes celles et tous ceux qui mènent le travail au quotidien sur le terrain et qui ne comptent pas le nombre de portes toquées, le nombre de tracts distribués. Donc d'abord, un très, très grand merci à vous. Alors évidemment, l'actualité en ce moment est débordante. Vous allez peut-être voir à la sortie de ce meeting, il y a un certain Emmanuel M qui s'est déclaré candidat à la présidence de la République. Mais je vais essayer de vous en dire quelques mots. Vous n'avez pas besoin de regarder sa lettre. Je l'ai parcouru rapidement en 30 secondes avant que Marianne me donne la parole. Vous allez voir, on a vite fait le tour. Et puis, il y a évidemment une autre actualité qui nous percute, qui n'était absolument pas prévue et qui vient de fait percuter aujourd'hui l'actualité. Et c'est aussi peut-être, et je me permets de parler en votre nom à tous, ce soir, on peut aussi se dire que le nombre et votre présence ce soir est aussi une présence et un soutien fort et entier à toutes celles et tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui sous les balles face aux chars russes qui ont envahi un pays, un État souverain qui n'avait absolument pas demandé une intervention de la Russie, et que votre nombre ce soir, ce soit aussi un soutien, une forme de rassemblement en soutien à l'ensemble des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui aujourd'hui se retrouvent face à cette attaque inadmissible dont seul Vladimir Poutine porte l'entière responsabilité en Ukraine. D'ailleurs, je voudrais saluer, tu en as dit un mot rapide, Marianne, mais je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui mènent la bataille là-bas en Ukraine et qui résistent, mais aussi saluer toutes celles et tous ceux qui, y compris, contestent jusqu'en Russie. Jusqu'en Russie, qui contestent aujourd'hui cette attaque de Vladimir Poutine. On a vu par exemple des mobilisations en Russie avec juste des pancartes blanches, parce que aujourd'hui, se mobiliser en Russie, c'est prendre un risque pour sa personne. Et donc, des gens vont dans la rue en disant, puisque Poutine veut rendre cette guerre invisible, eh bien, nous faisons le choix d'avoir des pancartes invisibles. Et je crois que c'est un des peut-être seuls échecs de Vladimir Poutine pour le moment. C'est que clairement, aujourd'hui, cette guerre, non seulement elle n'est pas invisible, mais elle a provoqué une mobilisation à la fois en Russie, mais aussi aux quatre coins du monde. Parce que on fait partie toutes et tous, et moi particulièrement, d'une génération qui est née après la guerre froide, et forcément la paix est un des principes cardinaux pour lesquels nos générations précédentes se sont battues. Et oui, quand une guerre commence et quand une guerre démarre, il y a des peuples qui se soulèvent et qui continueront de se soulever aux quatre coins du monde pour défendre la paix. Et je vous encourage dans ce sens à être nombreux au rassemblement samedi en faveur de la paix. Alors, c'est vrai que dans ce contexte, ce qui est frappant, c'est que la politique, elle ne s'arrête jamais vraiment. Et elle ne s'arrête jamais vraiment, à tel point que certains et certaines, vous comprendrez assez rapidement de qui je veux parler,
font preuve d'un cynisme absolu au point d'aller utiliser, voire même instrumentaliser, cette terrible guerre, et je le redis, cette terrible guerre, qui est une violation inouïe du droit international, pour faire des polémiques politiciennes. Et on a vu certains commencer à dire que Jean-Luc Mélenchon ou la France insoumise ne seraient pas très clairs sur leur condamnation de la Russie, ne seraient pas très clairs sur leur condamnation de Vladimir Poutine. C'est vrai qu'avoir une représentante du parti fondé par Jean Jaurès, reprendre exactement les mêmes termes que l'extrême droite, en nous accusant, nous, d'être les agents de la Russie, comme on accusait d'ailleurs Jean Jaurès d'être l'agent du parti allemand, je trouve que c'est personnellement un peu fort de café. Mais je crois, et je vais m'arrêter là sur ce sujet, que la situation est beaucoup trop grave pour l'instrumentaliser. Et je le dis très clairement à celles et ceux qui pourraient avoir des doutes dans cette salle. Comment voulez-vous que notre camp, qui soit le camp de la paix, comment voulez-vous que notre camp, qui soit un camp profondément anticapitaliste, nous nous retrouvions à soutenir un capitaliste autocrate en Russie qui maltraite à la fois son peuple et qui menace la sécurité de notre continent entier? Non, Vladimir Poutine n'est pas notre ami. Non, Vladimir Poutine ne sera jamais notre ami. Et oui, nous serons toujours du côté de celles et ceux, des peuples qui luttent pour défendre partout dans le monde la paix. Et partout dans le monde, nous nous tiendrons à leur côté. Et partout dans le monde, nous nous battrons pour défendre cette paix. Et c'est vrai. Et c'est toute la question de comment on la défend, cette paix. Comment, aujourd'hui, dans une crise qui n'était absolument pas prévue, évidemment, quelles sont les voies de sortie? Alors, aucun d'entre nous n'a la recette miracle. Déjà, on va se dire les choses. Tous ceux qui font le tour des plateaux de télé, pas mal d'entre eux assez va-t-en-guerre et qui veulent alimenter l'escalade, moi déjà, j'ai une forme d'humilité dans cette guerre. Une forme d'humilité parce que je pense que personne n'a la recette miracle. Ceci étant dit, je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se donner 3 priorités. La première, c'est répondre à l'urgence humanitaire que pose ce conflit. On a déjà plus de 700 000 Ukrainiens qui sont réfugiés et qui ont quitté l'Ukraine, qui se sont réfugiés dans les pays aux alentours. Alors évidemment, il va falloir leur donner une aide humanitaire, il va falloir aussi les accueillir. Et je le dis ici très clairement, sans aucune discrimination, ni de couleur de peau, ni de religion, ni d'origine. Notre patrie, mais aussi l'Union européenne, doit être la terre d'accueil de toutes celles et tous ceux qui fuient les persécutions à travers le monde entier. Et je le dis aussi assez clairement parce que j'ai entendu Gérald Darmanin hier à la radio. Alors quand vous écoutez avec Gérald Darmanin le matin, c'est un réveil un peu particulier. Mais j'ai découvert... Alors je pense qu'il y a... Ah, c'est l'autre micro qui fait... Il suffit que je parle de Gérald Darmanin et j'ai des problèmes de micro. 1, 2. Non, c'est celui-là qui a l'air. Il faut que j'arrête de parler de Gérald Darmanin, c'est ça? Ah, ça a l'air d'aller mieux. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, on retente. Gérald Darmanin, Gérald Darmanin, Gérald Darmanin. Merci. Après, on arrête avec Darmanin. Ouais, c'est celui-là, j'ai l'impression qu'il pose problème. Ouais, si t'éteins celui-là, peut-être. Ah oui, ok. Ok, bon, on va essayer de se parler de Gérald Darmanin. Donc, je reprends ma petite histoire. J'ai écouté Gérald Darmanin, et puis il a commencé à parler de devoir, d'humanité, d'accueil. Et je me suis dit, mince, décidément, cette crise, elle en aura fait des choses. Elle nous aura presque rendu Gérald Darmanin humaniste. Et puis après, je me suis dit, attendez, Gérald Darmanin, c'est celui quand même qui faisait lacérer des tentes de réfugiés. Alors du coup, il va faire le tri, il va aller ouvrir la tente de réfugiés. T'es ukrainien, toi, t'as le droit. Puis tous les autres, il va continuer à lacérer les tentes. On voit qu'ils sont d'un cynisme et d'une hypocrisie. Donc j'en profite pour le rappeler. Oui, le droit international garantit aussi le droit d'asile.
et il a été violé à de très nombreuses reprises sur le sol européen. Alors à toutes celles et à tous ceux qui se rappellent soudainement leur devoir d'humanité, il ferait bien de faire preuve d'un peu plus de cohérence. Le deuxième enjeu, et la deuxième voie de sortie, c'est évidemment la voie de la paix. Alors vous allez me dire, ce n'est pas un chemin facile. Clairement, le chemin de la paix est difficile, mais c'est aujourd'hui le seul qui est viable. Et ça nous impose de résister face à tous les va-t-en-guerre qui, face aujourd'hui à cette attaque, multiplient les provocations et sont prêts à nourrir l'escalade. Et je le dis très clairement. Bien sûr, aujourd'hui, la question peut se poser d'armer, par exemple, la résistance ukrainienne. Mais le rôle qui est le nôtre, c'est d'alerter sur les risques et les conséquences. On envoie des armes. Que va faire Poutine? Est-ce qu'il va répliquer plus fort? Et donc, au lieu d'envoyer une bombe, il va en envoyer 10. Au lieu de tuer 15 civils, il va en envoyer 50 civils. Et l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est d'envoyer les soldats français mourir sur le front ukrainien. Et l'étape d'après, c'est quoi? Face à une puissance qui détient l'arme nucléaire. Alors, je voudrais nous mettre en garde ce soir contre tous les va-t-en-guerre, celles et ceux qui en réalité sont les derniers artisans de la paix. Et nous avons une conviction, qu'aujourd'hui, le seul chemin de la paix, c'est celui de la diplomatie. C'est Jean Jaurès, lui encore, qui disait « On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre ». Et je crois que cette citation est plus que jamais d'actualité et qu'il a amplement raison. On ne règle pas un conflit par le bruit des armes et les bombes. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Écoutez Hubert Védrine, écoutez M. de Villepin, qui ne sont pourtant pas de notre camp politique, et qui, eux aussi, alertent sur les risques d'une escalade en la matière. Alors, je le dis de nouveau en toute humilité, l'urgence, c'est évidemment de trouver un cessez-le-feu, d'organiser les conditions du dialogue. Et Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, les députés et l'Union populaire ne disent rien d'autre. La seule urgence est le retrait des troupes russes et d'offrir un dialogue qui permette de trouver les conditions d'un cessez-le-feu. Voilà le seul chemin à suivre si l'on veut retrouver la paix sur notre continent. Et d'ailleurs, je le dis, pour ceux qui auraient des doutes sur nos positions, sur nos actions, cette semaine, nous avons voté au Parlement européen une résolution sur l'Ukraine. Outre un certain nombre de condamnations très fermes et bienvenues de l'action de Vladimir Poutine et de cet acte de guerre, il y a aussi des éléments plus problématiques sur l'OTAN, mais néanmoins, nous avons quand même réussi à faire adopter un certain nombre d'amendements. Grâce à l'action de nos députés de la France insoumise au Parlement européen, et nous sommes les seuls à avoir déposé ces amendements, nous avons fait adopter dans la résolution la recherche d'un cessez-le-feu immédiat pour stopper l'escalade et la recherche d'une issue diplomatique. Nous avons fait adopter l'accueil inconditionnel des réfugiés sans discrimination. Nous avons fait adopter un amendement pointant le rôle et la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies et de l'OSCE comme les seuls cadres légitimes pour intervenir dans ce conflit. Nous avons fait adopter un amendement qui prend en compte l'impact des sanctions économiques qui ont été prises sur les populations et notamment sur les prix de l'énergie. Nous avons fait adopter un amendement au soutien aux mobilisations contre la guerre en Russie et à tous ceux qui résistent. Voilà ce qu'est être le camp de la paix. Voilà ce qu'est être œuvrer concrètement pour retrouver la paix sur notre continent. Et d'ailleurs, un certain nombre de personnes qui donnaient des leçons ont voté contre un certain nombre de nos amendements. Je pense par exemple à La République En Marche, qui ont voté contre les contreparties face aux sanctions économiques ou qui s'est abstenu sur le soutien des mobilisations contre Vladimir Poutine en Russie. Voilà aujourd'hui ceux qui prétendent défendre la démocratie et la paix, de quoi ils sont non au niveau européen. Et puis, la dernière voie et la dernière piste, c'est bien sûr taper Vladimir Poutine à son portefeuille. Et
Les amis, j'ai aucun problème à le dire de cette manière-là. Parce que pour que la diplomatie puisse reprendre le dessus, évidemment, il faut aller taper là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, quand on est un régime comme le régime russe, c'est bien le portefeuille et l'argent. En s'attaquant, pour commencer, à ces milliardaires, et vous savez que moi, les milliardaires, je les aime bien, je les traque, et il y en a un petit nombre en Russie. Et donc, vous avez vu que des sanctions ont été prises, et parmi ces sanctions économiques, il y a ce qu'on appelle le gel des avoirs, c'est-à-dire la saisie de ce que détiennent les oligarques russes pour aller récupérer l'argent et taper au portefeuille de ce qui nourrit aujourd'hui le régime de Vladimir Poutine. Et puis, tout le monde a applaudi ces sanctions. Ouais, bravo! Puis, ça fait 3 jours, vous savez combien on en a saisi des avoirs des oligarques russes? Très peu. Aujourd'hui, on a saisi le premier yacht en France. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, pour saisir les avoirs des oligarques russes, encore faut-il savoir où ils se trouvent. Et devine, où est-ce qu'ils se trouvent immatriculés, les avoirs des oligarques russes? Il y en a qui suivent, les paradis fiscaux. Et donc, on s'aperçoit au détour d'une crise aussi grave que la crise que nous vivons actuelle et de la guerre en Russie, que mince alors, ça aurait été quand même un peu utile de lutter contre l'évasion fiscale et l'opacité organisée par les paradis fiscaux, parce que dans ce cas-là, on aurait pu mettre la main sur ce qui est aujourd'hui détenu par les oligarques russes. Alors ça tombe bien, moi c'est un combat que je mène depuis un certain nombre d'années. Et je le dis très clairement, à la fois pour saisir et récupérer l'argent des oligarques russes, que nous demandons très clairement, et je le fais ici ce soir depuis Clermont-Ferrand, nous demandons aujourd'hui un registre international qui soit public sur tout ce qui est détenu dans les paradis fiscaux par l'ensemble des milliardaires. Et qu'au passage, c'est aussi un moyen de lutter contre le financement de cette guerre. Alors, on le voit, en ces temps de crise, les peuples sont les premières victimes. Et bizarrement, les puissants, eux, ils arrivent toujours à s'en sortir. C'est aussi pour ça qu'on porte, nous, dans notre campagne, la question du partage des richesses comme un enjeu central de la présidentielle. Ne croyez pas que je suis obsédée par la question des milliardaires et des paradis fiscaux. Je me suis dit, ah, quel angle je vais trouver sur la Russie? Non, c'est une évidence qu'aujourd'hui, pour rendre effectives ces sanctions économiques, il faut pouvoir savoir où se trouvent ces avoirs détenus par les oligarques russes. Et je vous le disais, ces crises rendent les peuples davantage vulnérables. On l'a vu avec les précédentes crises. Et là, vous vous dites, ah, mais je suis venue à un meeting politique ce soir, elle nous parle de la Russie, maintenant je la sens venir, elle va nous parler du Covid, je vais partir complètement déprimée, je vais quand même essayer de vous redonner un peu d'espoir, rassurez-vous. Mais le fait est qu'avec la crise du Covid, les milliardaires, eux, ils se sont gavés comme jamais, pendant que les premières de corvée, Marianne l'a dit, elles trimaient, qu'avec la crise climatique, les plus grands pollueurs, eux, ont fait de l'argent sur la destruction de la planète, pendant que les plus pauvres sont les premières victimes du changement climatique. Et puis je pourrais continuer ma liste longue de cette manière. Avec la crise de l'énergie que l'on connaît, Total a connu son bénéfice record de son histoire et de l'histoire du CAC 40, pendant que vous, quand vous faites votre plein d'essence, votre prix à la pompe, il a augmenté. J'imagine que vous en avez fait tous le constat et l'analyse. Et donc, avec cette crise en Ukraine, on a aussi évidemment quelques-uns qui se frottent les mains et qui voient l'opportunité de relancer l'industrie militaire partout dans le monde. On voit qu'à chaque crise, on retrouve ces profiteurs de crise et qui sont prêts à bénéficier d'une crise pour en tirer le plus grand profit possible. Et c'est vrai que face à ces crises qui sont multiples et qui créent le chaos partout, les premières victimes sont toujours les peuples. Et en même temps, les peuples sont toujours celles et ceux qui peuvent réussir à renverser cette crise. Et c'est pour ça que la première urgence sociale en lien avec la crise que nous connaissons en Ukraine est évidemment la question de l'explosion des prix. Et d'ailleurs, même Emmanuel Macron l'a reconnu hier soir. Dans son allocution, il a dit très clairement, oui, nous avons pris des sanctions économiques, et oui, ces sanctions auront un impact sur la vie des gens. Très bien. Quelles sont tes mesures de compensation? Dis-nous,
Comment tu vas faire pour que le gaz et l'électricité, quand vous payez vos factures, quand vous faites votre plein d'essence, dis-nous comment tu vas faire pour que ce ne soient pas les plus pauvres qui payent la note. Eh bien, moi, je le dis assez clairement, d'autant plus dans le contexte que nous connaissons à l'heure actuelle, face à la fois à la guerre en Russie-Ukraine, et face à l'augmentation des prix et la crise de l'énergie, que oui, une des premières propositions et des priorités principales que nous ferons dès le soir du 24 avril, parce qu'il suffit juste d'un décret pour cela, oui, nous bloquerons l'ensemble des prix des produits de première nécessité. Plus jamais les peuples n'auront à souffrir l'impact des crises. Nous bloquerons à la fois le prix de l'énergie, le prix des pâtes, du riz, de l'essence, bref, de tout ce que nous avons besoin pour survivre au quotidien. Étrangement, ce n'est pas ce dont Emmanuel Macron a parlé dans sa lettre de ce soir. Alors, donc Emmanuel Macron annonce qu'il est candidat à la présidence de la République. Combien dans cette salle pensaient qu'il n'allait pas être candidat? Levez la main. Ah. Ça, tu fais ça pour faire ton intéressant. Est-ce que tu pensais vraiment... Est-ce que quelqu'un le connaît? Est-ce que tu es venu avec d'autres personnes ici? T'es venu avec d'autres personnes? Est-ce que d'autres gens peuvent témoigner que tu as vraiment dit que tu pensais qu'Emmanuel Macron ne serait pas candidat? Bon, je crois qu'on peut dire que c'est la fin d'Info Suspense, les amis. Quand on a les médias qui commencent à nous appeler, donc, qu'est-ce que vous pensez de la candidature d'Emmanuel Macron? Ok, what's new? Quelle est la nouvelle? Il se trouve que ma mère était journaliste et elle m'avait toujours dit qu'un article de journal, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et il fallait toujours vendre quelque chose de nouveau aux journalistes. Là, j'avoue que j'ai du mal à trouver quelque chose de nouveau. Alors bon, si on regarde un peu la lettre dans les détails, en réalité, c'est pas vraiment nouveau. Il nous propose 50 plus de la même casse sociale, de la même casse démocratique et de la même casse écologique que les 5 dernières années. En pire. Je sais pas vous, mais je sais pas si vous avez vraiment envie de reprendre 50 plus de tout ça. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Et d'ailleurs, si vous aviez quelques doutes sur ce qu'il voulait faire, madame, vous disiez empire, un indicateur, c'est qu'évidemment, il va falloir travailler plus longtemps. Parce que oui, quand les peuples se mobilisent, on a des victoires. Et une des victoires, quand même, de ce quinquennat, c'est qu'on l'a fait reculer. Bon, il y a eu là aussi la crise du Covid qui est arrivée en même temps, mais on l'a fait reculer sur sa réforme des retraites. Mais vous savez, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui ne capitule pas. Et donc, soyez sûrs que si le 24 avril prochain, Emmanuel Macron est réélu président de la République, qu'il repoussera l'âge légal de départ à la retraite, alors vous avez le choix entre les 50 nuances de macronisme qui vous proposent absolument tous de travailler plus longtemps avant d'avoir une retraite qui est bien méritée, et la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui propose un départ à la retraite à 60 ans révolus. Travailler toute sa vie et avoir droit à un repos. Bizarrement, Emmanuel Macron ne nous parle pas non plus des petits salaires. Vous savez, ces premières de corvée, celles dont il avait dit lui-même que notre pays tout entier repose sur elles, manifestement, il les a assez vite oubliées. Vous savez, ces aides-soignantes, ces AESH qui n'ont même pas de quoi survivre, qui n'atteignent même pas le seuil de pauvreté, et je ne parle même pas du SMIC, avec des horaires saccadés et qui sont pourtant celles, et je dis volontairement celles parce que ce sont des métiers essentiellement féminins, qui font aujourd'hui tenir notre société, et on s'en est bien rendu compte pendant la crise. Et à la fois, pour elle, il n'a rien à proposer, et puis pour toutes celles et tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui au SMIC et qui peinent à joindre les deux bouts. Et donc c'est pour ça qu'une des propositions que nous faisons aussi pour cette campagne présidentielle est de porter le SMIC à 1 400 € net immédiatement après l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on ne doit pas perdre sa vie à la gagner, mais au contraire pouvoir vivre dignement de notre vie. Puis bon, je vous passe sur le fait que dans sa lettre, il dit « J'ai tout bien fait ». Vous avez trouvé qu'il a tout bien fait?
Ouais, c'est ça. Il a oublié la petite... Vous savez, dans les lettres, on met souvent des petites astérix à la fin. Et donc, il a oublié « J'ai tout bien fait pour les riches. J'ai tout bien fait pour détruire la planète. » Et donc, oui, il a tout bien fait pour une partie des gens. On peut faire son bilan. Alors voilà, maintenant qu'on a un vrai candidat à la présidence de la République, bon, ça va, on peut... Bon, nous, ça fait 1 an qu'on est en campagne, mais ok, très bien, ils découvrent que quand même si dans la 5e République, il a tous les pouvoirs, c'est pas plus mal qu'au bout d'un moment, il se représente, que la réélection n'est pas automatique. On sait très bien qu'il a l'habitude de décider tout seul en Conseil de défense, mais quand même, c'est bien un moment qu'il vienne devant les citoyens pour faire un peu son bilan. Donc maintenant, on peut faire son bilan officiel. Et donc, puisqu'il pense qu'il a tout bien fait, en effet, il a oublié cette petite précision, il a tout bien fait pour les riches. Il a tout bien fait, c'est le jackpot pour un certain nombre, c'est le jackpot pour le CAC 40, 137 milliards d'euros de bénéfices cette année, le record de l'histoire du CAC 40. Et avec ça va évidemment le record du versement de dividendes aux actionnaires du CAC 40, 69 milliards d'euros. Et il se trouve que le volume de bénéfices qu'ont fait les entreprises du CAC 40, c'est équivalent exactement aux aides que ces entreprises ont reçues de la part de l'État. Et je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait il n'y a pas si longtemps, il faut que les citoyens ils aient des droits et des devoirs. Et surtout des devoirs, parce que vous comprenez, vous les chômeurs, vous êtes des assistés, bien sûr. Vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver un emploi, il faut faire un effort quand même. Mais, bizarrement, ils ne demandent jamais de devoirs aux entreprises qui touchent des milliards d'euros d'aide. Et je parle, attention, des très grandes entreprises, pas des petites entreprises du coin pour lesquelles vous travaillez. Non, des très grandes entreprises. Et finalement, il a créé une forme de capitalisme d'assistés. Oui, Emmanuel Macron, les assistés, ce ne sont pas celles et ceux qui galèrent pour survivre, qui galèrent au RSA, celles et ceux dont vous avez fait les poches avec votre réforme de l'assurance chômage. Non, les assistés dans ce pays, ce sont ces grandes entreprises multinationales qui se sont gavées d'aides publiques. Tout ça pourquoi ? Pour redistribuer en dividendes au CAC 40. Eh bien, nous disons, nous allons taxer ces profiteurs de la crise. Et puis, quitte à parler de jackpot, c'est aussi le jackpot, évidemment, pour les milliardaires. Donc, il a tout bien fait pour les milliardaires, vraiment, mais même au-delà de ce qu'il avait dans son programme. Il a supprimé l'ISF, il a fait la flat tax, il a supprimé l'exit tax. Je ne vous saoule pas avec tout ça, parce que je suppose qu'il n'y a personne dans cette salle. Oui, combien de personnes dans cette salle payaient l'ISF ? C'est bien ce qui me semblait. Donc, il n'a pas bien travaillé pour vous, mais pour les autres, il a bien travaillé. Le résultat, c'est que la fortune des 500 milliardaires, des 500 plus grandes fortunes en France, a été multipliée par 2 dans l'espace du quinquennat. Par 2 dans l'espace du quinquennat. Et si on prend juste l'année dernière, les milliardaires, ils ont augmenté leur fortune de 236 milliards d'euros. C'est plus qu'en une décennie entière. 236 milliards d'euros, même si vous vivez très, 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 très longtemps, il vous faudra vraiment beaucoup de vie pour y arriver, si vous êtes à un salaire moyen ou au SMIC, ou si vous êtes autour de 1 500 euros. Pour vous donner une idée, ces 236 milliards d'euros, c'est 4 790 euros par seconde. Donc là, vous comptez les secondes dans votre tête et hop, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. Voilà aujourd'hui l'indécence de l'enrichissement des plus riches. Et dans le même temps, comme disait Victor Hugo, l'enfer des pauvres est fait du paradis des riches. Parce que dans le même temps, notre pays comptait plus de 10 millions de pauvres. Dans le même temps, notre pays comptait plus de 8 millions de personnes qui vivaient à l'aide alimentaire. Et tout ça, c'est clairement le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Il a fait le choix, je le disais tout à l'heure, de faire la poche des chômeurs, de faire la poche des plus précaires, de faire la poche des plus pauvres. Et je crois qu'il faut l'assumer, que nous disons très clairement, oui, aujourd'hui, il est possible de rétablir ce déséquilibre qui s'est sans cesse creusé. Des inégalités qui ont augmenté plus que jamais sous ce quinquennat que sous l'ensemble de la Ve République. Et que notre programme, l'Avenir en commun, est le programme pour partager davantage et mieux les richesses. Et que nous avons tout un tas de propositions pour aller dans ce sens. À commencer par le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. À commencer par augmenter la TVA sur les produits de luxe. Vous savez, les trucs que vous achèterez jamais dans votre vie. Les yachts. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une pénurie de yachts tellement ils sont enrichis. Les pauvres. Et
à l'inverse, baisser la TVA sur le riz, les pâtes, la farine, le pain, bref, tout ce que vous achetez dans votre quotidien. Que oui, on peut faire en sorte qu'on puisse naître un peu plus égaux en droit et que certains qui ont manifestement eu la chance de naître dans le bon spermatozoïde et qui, à la naissance, se trouvent avec des dizaines de millions d'euros, que oui, nous assumons de taxer, de prendre l'héritage au-delà de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, 8 siècles de SMIC, je pense que c'est pas mal pour commencer dans la vie. J'ai pas le sentiment qu'on les laisse à poil. Et en revanche, en faisant ça, eh bien, on finance quoi? Ce dont a parlé Marianne. L'allocation d'autonomie pour les jeunes. L'allocation d'autonomie pour les jeunes. Je veux le dire très clairement. Plus un jeune de notre pays ne doit hésiter entre étudier et survivre, ne doit hésiter entre étudier et travailler. Ça doit être un droit universel. Et pour cela, prendre l'argent au-delà de 12 millions d'euros pour permettre que les jeunes puissent vivre dans notre pays, je pense que c'est un juste retour des choses. Je pourrais vous dire aussi, parce qu'en général, on nous fait toujours la remarque, oui, vous, à la France Insoumise, vous ouvrez le carnet de chèques et vous êtes ultra généreux, on sait très bien que vous n'aurez pas de quoi le financer. Bon, déjà, je vous donne rendez-vous le 12 mars pour la présentation de notre chiffrage complet. Et vous verrez que M. Roux de Bézieux, il a déjà passé la première étape qu'avec nous, ce n'est pas le chaos et qu'il saura à quoi s'en tenir. Et que là, il saura exactement comment nous allons chercher l'argent. J'ai une dernière proposition à vous faire pour montrer que tout ça, c'est faisable. Quand on parle d'une garantie d'autonomie pour tout le monde, c'est-à-dire que plus d'une personne en France ne vive en dessous du seuil de pauvreté dont parlait Marianne à 1 063 € par mois. 1 063 €, on ne roule pas en Rolls-Royce. 1 063 €, c'est le minimum pour survivre. Eh bien, ça, on peut le financer aussi. Je vais vous donner un dernier exemple avec ce qu'on a appelé l'impôt universel sur les entreprises. Et comme ça, ma boucle est bouclée, je vais vous reparler des paradis fiscaux. Les grandes entreprises multinationales, les Google, les Amazon, les Total, qui délocalisent artificiellement leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Oui, il y a une méthode pour aller récupérer l'argent qui s'appelle l'impôt universel. Nous allons recalculer les bénéfices qu'ils ont réellement réalisés en France. Et oui, nous avons la possibilité de le faire, encore faut-il de la volonté politique. Et avec cet impôt universel, nous allons récupérer 28 milliards d'euros. 28 milliards d'euros, c'est plus que ce dont il est nécessaire pour financer la garantie d'autonomie à 1 063 € pour l'ensemble des personnes de notre pays, pour les personnes âgées qui se trouvent au minimum vieillesse en dessous, pour les personnes qui se trouvent au RSA et qui peinent aujourd'hui à survivre avec un tout petit pécule. Oui, en taxant, en récupérant l'argent perdu par les évadés fiscaux dans les paradis fiscaux, nous allons pouvoir sortir des millions de gens de la pauvreté. Et je crois que c'est un juste retour des choses. Alors, pour finir, les amis, je voudrais vous dire que, ça a été dit par Marianne, il reste aujourd'hui 38 jours exactement avant le premier tour. Que oui, certainement, les gens n'ont pas tous la tête à la campagne présidentielle. C'est vrai. On sort de 2 ans de Covid. Remarquez au passage qu'ils nous ont annoncé qu'ils allaient enlever le port du masque obligatoire et le pass sanitaire, devinez quand? Le 14 mars. Petit conflit d'agenda peut-être. Je passe là-dessus et je comprends que la campagne ait encore du mal à entrer dans la tête de tout le monde. Mais en même temps, mesurez aujourd'hui le tour de force. Marianne l'a dit. Quel candidat à la présidence de la République est capable d'organiser sur tout le territoire des meetings avec des modestes porte-parole que nous sommes? Mais nous ne sommes pas le candidat à la présidence de la République. Ça démontre à la fois la force d'un collectif, quand on aime bien dire que Jean-Luc Mélenchon serait isolé. Et en même temps, ça témoigne d'une dynamique. Et je peux vous le dire, Alexis et moi qui faisons le tour de France de meeting en meeting,
je peux vous le dire, que partout sur le terrain, nous sentons la même dynamique, que de meeting en meeting, les salles sont de plus en plus pleines, que dans la rue, et vous le sentez peut-être pour ceux qui tractent, de plus en plus de monde nous disent que oui, c'est possible d'arriver au second tour, oui, c'est possible de l'emporter face à Emmanuel Macron, oui, nous sommes la seule alternative face aux 50 nuances de droite et d'extrême droite qui sont face à nous. Oui, repartez de ce meeting en vous disant que les 38 jours qui nous restent de campagne présidentielle nous offrent la possibilité, on le voit au rythme où nous progressons aujourd'hui dans les sondages. Oui, nous pouvons déjouer le destin qui nous est prédit d'avoir soit un renouvellement de la casse sociale, démocratique et écologique d'Emmanuel Macron ou de la casse raciste et anti-écolo et antisociale aussi de l'extrême droite. Oui, c'est possible, les amis. Et d'ailleurs, un petit mot au passage, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, Alexis, mais aujourd'hui, on est le 3 mars. La date du 4 mars, vous l'avez peut-être en tête, puisque je vous ai beaucoup parlé de mes amis les riches et les milliardaires. Vous le savez, chacun d'entre vous ici dans cette salle, il y a un seul endroit sur Terre, un seul, où vous valez exactement la même chose que Bernard Arnault et tous ses petits copains. Le seul endroit, c'est l'isoloir. Le seul endroit, c'est dans l'urne. C'est le seul endroit. Mais pour ça, notre seule barrière, notre seule difficulté aujourd'hui, et ce contre quoi nous nous battons, c'est l'indifférence. C'est celles et ceux, notamment les 12 millions de personnes qui sont mal inscrites ou pas inscrites et qui ont jusqu'à demain pour s'inscrire en mairie. Si vous en connaissez autour de vous, n'hésitez pas à aller leur dire de se saisir de ce bulletin de vote comme une arme, mais une arme pacifique, une révolution par les urnes qui nous permettra de changer notre destin et de faire face aux défis d'aujourd'hui, que ce soit le changement climatique ou que ce soit les inégalités, et de retrouver de l'espoir, de l'espérance, finalement, de prendre en main notre destin. Parce que oui, comme on l'a dit sur l'affiche, oui, un autre monde est possible. Et puis je vous présente, inutile de vous présenter Alexis Corbière. Yes, bravo. Merci Manon pour tes propos, cette précision qu'on te connaît et que tu portes au Parlement européen. Je le dis parce que nous sommes en campagne présidentielle. C'est dans 38 jours. Et il y aura d'autres campagnes après qui ont leur importance. Et je sais que vous les préparez, aussi sérieusement, car non seulement nous voulons la victoire à l'occasion de cette élection présidentielle, mais nous voulons avoir une majorité. Et nous avons essayé de faire en sorte, dans la période précédente, que les positions d'élus que nous avions gagnées, que vous aviez gagnées par les campagnes, faisant en sorte que nous ayons un groupe à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, soient des positions de combat. Et je crois que c'est déjà une première chose. Nous ne menons pas seulement campagne pour un homme, j'en dirai 2 mots à la fin, mais pour un idéal, pour un programme. Et la force aussi de cette campagne, c'est qu'elle ne s'incarne pas seulement dans les talents de Jean-Luc Mélenchon, mais je crois aussi dans la pluralité des visages que nous avons fait émerger, des femmes, des hommes. Et ça, c'est une force. Nous sommes les maillons d'une longue chaîne. Je ne sais pas si nous allons l'emporter dans cette élection présidentielle. Je vois dans la salle parmi vous, certains ont les cheveux blancs. Puis à force, le temps passe. Moi, j'ai 53 ans. Je ne sais pas si nous allons l'emporter là. Mais ce que je sais, c'est que dans ce grand désordre, nous sommes ceux qui ne se résignent pas. Nous construisons une force qui restera. Une force qui porte l'espoir. Une force qui permet que face à la violence de ce monde, la lueur d'espoir d'un monde plus juste reste. Et cela, c'est aussi à mettre à profit de tous ceux qui ont permis que ce meeting ait lieu. Ce n'est pas le combat individuel de Jean-Luc Mélenchon. C'est le combat de milliers d'hommes et femmes qui se font une certaine idée de ce que par le passé on a appelé le mouvement ouvrier, le mouvement communiste, le socialisme, la gauche, quoi. Bien mal en point, si je puis dire, par des expériences politiques qui pourraient disparaître si l'on y prenait garde. Oui, disparaître. Il y a des pays
non loin d'ici, je pense à l'Italie ou autre, où il existait un mouvement ouvrier extrêmement puissant, et qui a disparu en raison des errements, des directions politiques qui ont mené ces partis-là. Et donc, dans ce grand chaos, nous sommes là, encore, à porter un vieux combat qui est celui de l'égalité entre les êtres humains, d'un monde de justice. Alors, je disais ça comme ça pour arriver sur scène, mais l'heure est grave, évidemment. La guerre est là. La guerre fabrique elle-même mécaniquement souvent un rapport binaire et simpliste aux choses. Elle fabrique deux camps qui s'affrontent. Et elle a tendance à vouloir faire taire tous ceux qui, non pas qu'ils ne veulent pas prendre position dans ce combat, mais qui disent une chose, il faut travailler à la paix. Et donc c'est le moment des insultes et des calomnies, j'y reviendrai à la fin de mon propos. Mais c'est le moment de faire de la politique, plus que jamais. Un grand penseur des guerres, qui s'appelait Clausewitz, qui a écrit un ouvrage qui fait référence au 19e siècle, qui s'appelait « De la guerre », avait cette phrase qui a été beaucoup utilisée, peut-être la connaissez-vous, qui disait finalement « La guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens ». Et la guerre aussi à laquelle nous assistons est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Et si nous voulons éviter la guerre, eh bien il faut aussi mettre en place d'autres politiques. Donc la guerre politise le moment dans lequel nous sommes, j'en suis persuadé. Si vous êtes là ce soir, c'est aussi parce que vous voulez des réponses politiques aux questions que vous posez, des perspectives politiques. Et beaucoup de gens qui regardent la télévision avec angoisse et qui évidemment ont une solidarité avec le peuple ukrainien aujourd'hui agressé par Vladimir Poutine et son armée, savent aussi qu'avant cette guerre, nous étions déjà dans un monde dangereux, rempli d'inégalités. Et qu'on ne peut comprendre cette guerre si l'on ne comprend pas la situation du monde du XXIe siècle dans laquelle elle avait été mise, non en raison, tel que l'a dit Manon Aubry, de la recherche de profit de la part de certains, d'un monde dangereux. Les grandes tensions du monde aujourd'hui sont notamment dues au fait que la puissance américaine, qui repose aussi sur sa puissance armée, qui fait des États-Unis d'Amérique la première armée du monde et de l'OTAN 80% des budgets d'armement du monde. Mais cette puissance aujourd'hui est fragilisée, notoirement endettée, notamment en direction de la Chine. Et que c'est là tout l'enjeu aussi qui amène à ce que l'autocrate, Poutine, voyant ce monde de grand danger dans sa vision qu'il en a, ne souhaite pas que des positions militaires, notamment portées par l'OTAN, s'approchent de ses frontières, parce qu'il sait aussi, lui, comme homme violent dans sa manière de régler les choses, que nous rentrons dans un monde de tension. Ce que je dis là n'est certainement pas, vous l'aurez compris, une quelconque excuse, mais que nous comprenions l'ordre des événements. Et que nous comprenions pour quelles raisons. Non seulement il faut qu'immédiatement le conflit s'arrête, que Poutine retire ses troupes, mais aussi que nous construisions, que nous bâtissions un monde qui crée les conditions de la paix. Alors d'abord, revenons, je l'ai dit, faisons de la politique. Manon a dit des choses, j'y reviens. Ce monde inégalitaire, bon sang. Avez-vous vu le rapport de l'Oxfam? Tu viens d'en parler. Ce rapport qui nous dit que les 10 personnes, nous dit que là, dernièrement, à l'occasion de la crise du Covid, les principales fortunes ont vu les sommes accumulées exploser. Je reviens pour continuer la démonstration de Manon. Déjà, ce monde, chaque jour, dans le rapport de l'Oxfam, vous savez, ce monde qui était, paraît-il, nous sommes entrés en guerre, mais ce monde d'avant même que Poutine affronte, le rapport de l'Oxfam nous dit que chaque jour, en raison des inégalités, c'est 21 000 personnes qui meurent dans le monde en raison de la pauvreté. Il est estimé, selon le rapport de l'Oxfam, que si uniquement sur cette année de profit, de surprofit qui a été fait par les 10 premières fortunes mondiales, si l'on en utilisait 99% de cette fortune, on pourrait, dans 80 pays, offrir un vaccin à tous, fabriquer des mesures de protection sociale qui iraient à tous et mettre en place dans les 80 pays les plus pauvres des éléments de transition écologique pour faire en sorte que chacun ait accès aux droits fondamentaux. Il suffirait de cela de prélever seulement 99%, ce qui leur laisserait, d'après les calculs, encore 8 milliards de profits pour les 10 les plus riches. C'est donc ces
formidables inégalités qui se creusent, qui sont facteurs de tension, qui sont facteurs de fragilité et qu'il faut mettre au cœur de l'élection qui vient. Ne nous laissons pas voler l'élection, dans le sens où la grande conversation qui doit avoir lieu dans 38 jours. C'est les grandes préoccupations auxquelles des millions de femmes et d'hommes sont confrontés, notamment dans notre pays. C'est d'abord la grande question sociale, celle qui amène à ce que nous devons répondre à Emmanuel Macron qui, comme vous l'avez entendu, vous a écrit une lettre ce soir. Nous attendions une lettre d'excuse. En vérité, lui, c'est une lettre qui vous propose à nouveau d'être candidat. C'est une lettre dans laquelle, lisez-la à l'occasion, en écoutant Manon, j'en lisais quelques aspects. Il annonce clairement la couleur. Il faudra travailler plus longtemps, dit-il. Ce qu'il signifie clairement, c'est que si vous votez à nouveau pour cet homme, ou si vous le laissez emporter à l'occasion de l'élection présidentielle, un mandat de 5 ans de plus, la tâche qu'il se donne, c'est de faire en sorte que les millions de femmes et d'hommes doivent travailler plus longtemps, 64 ans, 67 ans sans doute, pour bénéficier d'une retraite. Dans un pays où d'ores et déjà l'âge moyen en bonne santé est pour les hommes est de 62,4 ans. Dans un pays dans lequel plus de la moitié des gens qui sont à 55 ans d'ores et déjà n'ont plus de travail. Dans un pays dans lequel l'espérance de vie entre les 25% les plus pauvres et les 5% les plus riches est de 13 ans d'écart. Emmanuel Macron va donc créer les conditions d'un appauvrissement général de la population, d'une souffrance notamment pour les plus anciens. C'est le mandat qui lui est donné. Mandat évidemment qui ne prend de sens que si l'on voit ce qui vous a été décrit précédemment, mais je reprends l'argument, car le bilan d'Emmanuel Macron est là. Les 5% les plus riches aujourd'hui, en France, possèdent autant que 40% de la population la plus pauvre. Et cela n'a fait que se creuser en 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron. 5 personnes qui possèdent autant que 40% de la population la plus pauvre. Voilà le mandat. Faut-il que cela continue ? Faut-il que cela se creuse ? Croyez-vous que nous allons faire la paix à travers le monde si dans un des pays les plus riches, qui a le plus de potentialité, nous laissons ainsi les inégalités se creuser? Bien entendu, c'est rigoureusement impossible. Donc le combat social doit être au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, les camarades qui sont montés à la tribune, pardon, je ne me souviens plus le nom de l'entreprise, mais j'ai compris qu'elle était une filiale de Sanofi. Sanofi a bénéficié, je ne veux pas dire de sottises, d'aides publiques dernièrement, notamment par des baisses de différentes cotisations qui ont été menées. Sanofi a bénéficié d'1 milliard d'euros d'aides publiques. C'est 1 milliard d'euros d'aides publiques, c'est votre argent. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez accepté que dans ce qui est normalement, qui permet que l'on finance, vous avez accepté, du moins comme moi, vous vous êtes vu imposer, ou du moins des gouvernements l'ont fait, prétendument répondant à notre volonté, mais vous n'avez jamais été consulté. Donc 1 milliard d'euros d'argent public, et ils ont supprimé 1300 emplois d'ores et déjà. Et là, si j'ai bien compris ce que nous disent les camarades, c'est qu'il suffirait de 150 millions pour sauver 800 emplois. Alors pourquoi, alors que nous avons accepté de faire en sorte que Sanofi cesse de cotiser à près de 1 milliard d'argent public qui ont été perdus dans les caisses, pourquoi n'accepterions-nous pas, évidemment, de réfléchir et d'imposer à Sanofi, non seulement qu'il rende l'argent qui lui a été donné, car pour ma part, quand je dis pour ma part, dans notre programme, il est hors de question qu'il y ait des aides publiques à des groupes qui licencient, mais qu'aussi, évidemment, 150 millions au moins permettent à ce que les camarades sauvent leur outil de travail, qui est si indispensable. C'est cette conversation-là qu'il faut mettre au cœur de l'élection présidentielle. Oui, la question sociale, évidemment. Comprendre que le nombre d'emplois qui a été supprimé depuis les années 1970, c'est 3 millions d'emplois industriels qui ont été supprimés, notamment en raison des politiques libérales qui ont été menées, notamment en raison de la façon dont cette Union européenne a été construite, faisant entrer des pays en leur disant bien vous êtes moins-disant social, vous en sortirez comme ça, délocalisation au sein de l'Europe, destruction d'emplois industriels, grand déménagement systématique de la planète, traité de libre-échange qui chaque fois font que des choses qui sont produites ici partiront de l'autre côté, polluant et saccageant la planète. C'est ça le bilan de ces dernières années.
Nous sommes internationalistes, évidemment. Nous sommes pour la fraternité entre les peuples, à commencer par les peuples d'Europe. Mais qui ne voit pas que cette politique et cette logique libérale ne créent que des tensions entre les peuples, détruisant ici des emplois, amenant à ce que des choses élémentaires ne sont même plus produites sur le territoire national. Nous l'avons vu. Nous ne produisons plus aucun masque ici. Le moindre t-shirt est fabriqué de l'autre côté de la planète. On supprime des emplois. On avait ici, notamment sur vos terres. Aujourd'hui, le nombre de voitures fabriquées en France a baissé au moins de 5 fois de ce qu'il était il y a 20 ans. Et je crois que le chiffre est plus important que ça. Bref, les amis, pour tenir un peu le temps de parole qui m'est laissé, d'abord porter la question sociale dans cette élection présidentielle. Non, monsieur Macron, nous ne vous laisserons pas détourner la conversation. Ce dont nous voulons parler, c'est qu'il y a encore dans ce pays 6 millions de gens qui sont au chômage, malgré l'affirmation que dans votre tête, vous avez fait reculer le chômage. 63% des emplois, notamment, qui ont été signés des contrats dernièrement, sont des contrats de mois. Beaucoup de gens, aujourd'hui, sont précarisés, dans une précarité permanente. Alors, on peut manipuler les chiffres et dire que ça va mieux, mais la réalité, c'est qu'il y a encore 13 chômeurs pour un emploi disponible. La réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas projeté ce pays vers les besoins essentiels pour faire des emplois. On n'a pas réfléchi de quelle manière on pouvait effectivement engager une transition écologique qui était créatrice d'emplois, qui était un grand projet pour le pays. Toujours la recherche du profit, toujours, encore et toujours, qui amène, tel que je l'ai dit tout à l'heure, à ce que ceux qui doivent remercier Emmanuel Macron sont cette minorité de gens qui en profitent. Mais on le sait, il y a toujours dans le débat, pour faire éviter que cette vérité éclate, différents outils idéologiques pour faire en sorte que ces inégalités ne vous sautent pas aux yeux, mais que nous parlions d'autre chose. Parfois, c'est la religion d'un tel qui doit servir de discussion. Un tel n'a pas la même couleur de peau que moi, pas le même accent, pas la même religion. Sautons-nous à la gorge, puisque nous n'avons pas tous les mêmes convictions spirituelles. Voilà ce que certains veulent qu'on discute. Et aujourd'hui, il y a effectivement ce grand sujet de l'agression de Poutine, mais qui doit amener malgré tout, même si nous sommes aux côtés des Ukrainiens évidemment, à ce qu'à l'occasion de cette élection présidentielle, l'ensemble des préoccupations quotidiennes soient dans l'élection. Défense des services publics, arrêter cette destruction, notamment, je l'affirme ici, même si ce n'est pas l'objet de mon propos, la manière dont l'école publique a été abîmée, la concurrence organisée souvent entre les établissements scolaires, la manière dont aujourd'hui les catégories les plus favorisées mettent leurs enfants dans le privé et où les écoles publiques sont ramenées à des conditions de travail extrêmement difficiles. L'hôpital public aussi mis à mal, etc., etc., etc. Donc, chers amis, ce qui nous reste, les 38 jours, l'objet de cette campagne, c'est de faire en sorte, par nos porte-à-porte, par nos diffusions de tracts, par nos meetings, qu'il y a une candidature qui porte la volonté d'une autre répartition des richesses, que ce pays n'a jamais été aussi riche, que la productivité des travailleurs et des travailleuses françaises n'a jamais été aussi élevée, mais que le grand problème que nous avons, c'est celle d'une inégalité de répartition des richesses comme jamais nous l'avons vu dans l'histoire de ce pays. Non seulement un autre monde est possible, mais une autre France est possible, en utilisant les méthodes républicaines, que personne ne s'évanouisse, l'impôt, oui, une réforme fiscale, oui, 14 tranches d'impôts comme nous le proposons, oui, les plus fortunés vont effectivement participer à l'effort national. Et c'est logique, et c'est bon, et c'est juste, et c'est fraternel de voir les choses ainsi, car personne ne peut vivre en vérité heureux dans un océan de malheur. Personne ne peut vivre tranquillement quand il y a 8 à 10 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Si ce n'est en acceptant en vérité une forme de séparatisme social, ce séparatisme-là est bien réel, d'ultra-riches qui vivent entre eux, avec leurs propres écoles, leurs propres hôpitaux, leurs propres lieux de vacances. Mais on ne crée pas société comme ça. Donc, je compte sur vous pour que cela ait lieu. Même si, évidemment, à l'heure actuelle, tous les journaux télévisés, et c'est bien normal, ont les yeux rivés sur ce drame à quelques kilomètres de chez nous. Deuxièmement, je vais vous faire un aveu. Beaucoup de choses que vous nous annonçons dans ce programme, nos 640 propositions, vont se heurter à une difficulté si nous sommes élus. Pourquoi dis-je ça? Quand nous serons élus. Je fais toujours la même blague, mais en général. Il y a un acteur politique qui doit rester toujours mobilisé et qui doit gagner des droits nouveaux afin que nous puissions véritablement mettre en œuvre
le programme L'avenir en commun, cet acteur politique, c'est le peuple. Et bien souvent dans le passé, car nous avons la mémoire du passé, lorsque des camarades, si je puis dire, sont arrivés en responsabilité, que ce soit les gouvernements de Front Populaire en 1936, que ce soit même en 1981, tous ces adversaires que j'ai décrits tout à l'heure ont continué à mener un combat farouche contre les mesures que nous proposions. Et la seule possibilité qui permettrait qu'il y ait une pression populaire permanente, que le peuple continue à exercer sa possibilité de contrôle et d'exigence de ce pourquoi il a porté au pouvoir une nouvelle majorité, c'est d'abolir le système politique aujourd'hui qui maintient un système injuste, à savoir la Ve République. Jean-Luc Mélenchon est un abolitionniste. C'est un abolitionniste de la monarchie présidentielle. De quoi parlons-nous? Du fait que malgré que 70% de nos concitoyens ne sont pas allés voter aux dernières élections régionales et municipales, seulement 30% des gens sont venus, c'est-à-dire que le corps électoral dont on parle était largement amputé. Malgré cela, eh bien, le système tourne encore. La Ve République est un système politique où même quand le peuple ne vient plus, ça tourne encore. La Ve République est un système où même quand vous avez quelqu'un qui ne représente qu'une minorité, il concentre des responsabilités. Je vais être précis sur ce que je suis en train de vous démontrer. En 2017, Emmanuel Macron a obtenu au premier tour près de 21 ou 22% des suffrages exprimés, ce qui représentait en vérité seulement 18% des électeurs inscrits. Au deuxième tour, face à la candidate d'extrême droite, il a certes obtenu, je crois, près de 60% exprimés, mais en vérité seulement 43% des électeurs inscrits. Même dans une situation de rejet face à une candidate d'extrême droite, il n'a pas eu une majorité. Je vais plus loin. À l'Assemblée nationale, il y a 577 députés comme moi. Moi, j'ai obtenu presque 60% des voix de ma circonscription au deuxième tour. J'aurais de quoi être fier. Mais en vérité, ces 60% des voix, par rapport au nombre d'électeurs inscrits, en raison de l'abstention, ne représentent que 21% des électeurs inscrits. Donc 80% des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour leurs députés, et c'est le cas dans toute la France. Donc aujourd'hui, vous avez une Assemblée nationale où la grande majorité des députés ne représentent en vérité qu'entre 20 et 25% des électeurs inscrits. 75% des gens n'ont pas voté pour leurs députés, qui pourtant prennent des décisions en leur nom. Alors, je récapitule. Vous avez un président qui, même face à une candidate d'extrême droite qui a amené à ce que beaucoup de gens ont voté pour lui, parce qu'ils ne voulaient pas d'elle, j'en fais partie, ne m'engueulez pas, mais je suis effectivement allé voter pour Emmanuel Macron. Beaucoup d'amis n'ont pas fait la même chose, il n'y a pas de quoi s'engueuler là-dessus. Mais même un bonhomme comme moi avait pris cette décision de dire face à elle, j'ai peut-être eu tort, ce n'est pas le sujet, amis. Je veux seulement vous démontrer que la faiblesse du nombre de voix en termes d'assises sociales. Donc, est-ce que j'ai voté Chirac en 2002? C'est possible, c'est possible. Merci. Je t'entends pas, mais c'est sans doute une gentillesse. Ce que je veux vous démontrer, c'est qu'un système politique où celles et ceux qui prennent des décisions ont une aussi faible assise sociale est un problème politique majeur. Et quasiment, la République doit être le lieu d'expression, de la meilleure expression de l'épanouissement de la souveraineté populaire. Et quand le peuple donc ne vient plus, quand le peuple ne vote plus pour celles et ceux qui le représentent, quand c'est une section du peuple, pour reprendre une terminologie de la Constitution de la Ve République, où normalement il dit que nulle section du peuple ne peut exercer une pression, etc. Là aujourd'hui, c'est une section du peuple qui décide. Je veux me fâcher avec personne, mais sans aucun doute que dans cette région, encore que c'est Wauquiez, donc je peux me fâcher avec lui, il a dû pétarader en disant qu'il avait été élu président de région, mais sans aucun doute qu'en vérité, avec 30% de participation, il a dû obtenir 15% des électeurs inscrits. Donc c'est un président de région qui ne doit pas tourner plus haut qu'un cinquième des électeurs. Et pourtant, il nous est venu, il nous a dit qu'il était président. Et c'est pareil partout. Vous comprenez mon propos. Bref, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de consentement à l'autorité de manière générale. Il n'y a pas de république si on n'a pas la conviction que celles et ceux qui prennent les décisions le prennent au nom de l'intérêt général et de la volonté générale. Si on laisse pourrir la situation, il va y avoir de plus en plus de nos concitoyens qui vont considérer que ça ne sert plus à rien d'aller voter, que de toute manière tout ça ne sert à rien, que les gens ne sont pas représentatifs, et vous allez même avoir des camarades et des gens, parfois à tort, parfois à raison,
qui vont considérer que les élections ne sont plus la solution et que c'est par des actes parfois d'action directe, de violence qu'on peut faire bouger les choses, ce que je ne pense pas. Alors comment faire ? Il s'agit de mettre au cœur de cette élection présidentielle le grand changement institutionnel qui est attendu dans le pays. Il s'agit de dire les choses avec franchise et loyauté, en ne prenant personne par surprise. Si vous votez pour Jean-Luc Mélenchon, vous voterez pour le dernier président de la Ve République. Une des premières tâches qu'il se fixera, ce sera de dire la seule manière démocratique et républicaine d'aborder le problème que j'ai abordé tout à l'heure, à savoir le pourrissement de la Ve République, à savoir qu'il n'est pas tolérable de garder des institutions qui fonctionnent même quand le peuple ne vient plus. C'est de redonner la parole au peuple. Pour cela, il y a une méthode conforme à notre histoire, qui n'a rien d'exotique. Convoquer une assemblée constituante. Nous l'avons fait 3 fois dans l'histoire de France, nous pourrions le faire une 4e fois. Notre idée est la suivante. Pour que tout le monde comprenne, il y aura l'élection de Jean-Luc Mélenchon, président de la République. Il y aura ensuite des élections législatives qui suivront, type Ve République. Et puis le 14 juillet, le nouveau président Mélenchon dira au peuple français, par référendum, me donnez-vous l'autorisation, oui ou non, de convoquer des élections constituantes ? Si le peuple français répond oui, alors en octobre, il y aura dans ce pays des élections de députés et eux, constituants. Chaque formation politique, chaque sensibilité politique se présentera à cette occasion et présentera des candidates et des candidats avec quelle idée ils se font de ces nouvelles institutions. Il y aura un grand débat dans le pays, constituant si je puis dire, et nous élirons une nouvelle assemblée constituante. Une fois élue, pourquoi pas se mettant en place en janvier 2023 dans un lieu qui reste à définir, pourquoi pas Clermont-Ferrand, c'est le centre de la France, après tout. Elle se mettra au travail. Je ne suis pas mandaté pour dire ça. Elle se mettra au travail. Et elle aura, pourquoi pas, 12 mois pour proposer un nouveau texte et de nouvelles institutions. Ça s'est passé comme ça dans l'histoire de France. Actuellement, dans ce pays, pour ceux qui ont évidemment le cœur à gauche, qui nous a été si cher, le Chili, vous savez, ce pays où il y avait une expérience politique magnifique avec le président Salvador Allende, écrasé notamment par l'armée chilienne, aidé par les États-Unis d'Amérique. L'histoire fut longue et on est arrivé à ce que, malgré le fait que le président Allende est mort sous les coups de la dictature fasciste, il y a dernièrement, quelques mois, un homme, il s'appelle Gabriel Boric, qui a été élu président du Chili. Et il y a aussi dans ce pays, je ne vais pas développer plus, une assemblée constituante obtenue grâce à des mobilisations sociales qui travaillent pour en finir avec une constitution qui a été héritée du pinochétisme. Regardez tout ça, c'est sur les réseaux, c'est assez fabuleux, c'est compliqué, ils s'engueulent parfois, ils discutent de plein de choses. Quel pouvoir donner au Parlement, quel rapport entre le président et le Parlement, quel rapport entre les mouvements sociaux. C'est un pays dans lequel il y a différentes ethnies, d'ailleurs indiennes, etc. Mais ils discutent et ils sont en train d'avancer. Et sans doute que dans quelques mois, ils pourront présenter au pays un nouveau texte constituant. L'idée en France, c'est de faire ça. Et qu'au terme de ces 12 mois, eh bien, un texte serait présenté et à nouveau le peuple français dirait est-ce qu'on adopte ce texte ou est-ce que, éventuellement, on demande aux constituants de se remettre à travailler, ce qui, par exemple, a eu lieu, pour ceux qui ont la mémoire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La 4e République est née, il y a une assemblée constituante, et la première version du texte constitutionnel qui a été présenté avait été rejetée par le peuple, et c'est un deuxième texte qui a été adopté. Alors, quelles sont les grandes idées que nous, les insoumis, on veut mettre dans ces nouvelles institutions ? Notamment une idée forte, une idée puissante, une idée ancienne, qui est celle qu'il faut totalement revoir le rapport entre les représentants et les représentés, entre le peuple et celui ou celle qui a l'honneur d'en être les représentants. Notamment, ce que nous voulons, c'est le droit de révoquer les élus. La possibilité, en cours de mandat, si une majorité, c'est toujours démocratique, mais si une majorité de celles et ceux qui ont désigné un représentant le souhaitent, avec des modalités, pourquoi pas, si 20% des gens d'un endroit peuvent déclencher au moins ce référendum révocatoire, eh bien si une majorité, par la suite 50% le décide, que celui ou celle qui est dans ce référendum révocatoire soit éventuellement remplacé. Ça modifierait totalement les relations entre celles et ceux qui sont élus. Cela ne créerait qu'un cercle vertueux en vérité. Certainement pas ce que j'ai entendu quand dernièrement à l'Assemblée nationale on avait présenté une proposition de loi qui allait dans ce sens. J'ai tout entendu. Ça allait être la dictature. On m'a dit, mais alors, les gens vont faire n'importe quoi. Comme si le peuple, évidemment, toujours peur, hein, il fait peur. On nous traite, vous savez, de populistes. Pourquoi pas ?
je ne sais pas si je suis populiste, mais je sais qu'en face, il y a beaucoup de populophobes, par contre. Eux, ils ont toujours peur du peuple. On m'en dit, mais alors c'est le mandat impératif que vous allez mettre en place. Non, ce n'est pas le mandat impératif. Moi, je suis pour, malgré tout, que les élus aient une capacité, dans le cadre d'une assemblée où ils sont, de pouvoir discuter. Et après, éventuellement, on en rend compte. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est eux, leur système. Eux, c'est le mandat récréatif. C'est-à-dire, celui et celle qui est élu, une fois élu, il fait ce qu'il veut. Et en quelque sorte, vous êtes des citoyens majeurs uniquement un jour, le jour de l'élection, et après, vous êtes des mineurs. Rendez-vous dans 5 ans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans un pays aussi éduqué qu'est la France, à l'heure des réseaux sociaux et de la grande transparence que cela offre, eh bien, le citoyen peut avoir des droits nouveaux, ce droit de contrôle que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes notamment favorables à ce qu'il y ait désormais un RIC qui est possible. Vous savez, ce référendum d'initiative citoyenne, la possibilité que le peuple puisse aussi, éventuellement, à l'Assemblée nationale ou dans différentes assemblées, mettre à l'ordre du jour des discussions, révoquer éventuellement des textes. Nous sommes favorables à la prise en compte du vote blanc. Oui, le vote blanc, si un nombre significatif d'électeurs ne se reconnaît pas dans les candidats, eh bien qu'on refasse l'élection, etc., etc., etc. C'est ça notre 6e République, toujours démocratique, que personne... Ah, ça suffit les épouvantails à moineaux. Ça suffit de faire croire que l'horizon indépassable de la 5e République. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas l'âge d'avoir été là, moi non plus d'ailleurs, j'étais pas là en 1958. Mais en 1958, la 4e République est née, ou du moins la 4e République est morte sous la menace d'un coup d'État militaire, porté notamment par les amis du général de Gaulle. Oui, l'armée, notamment, a envoyé des troupes en Corse, vous le saviez, des régiments de parachutistes, et c'est sous la pression de la menace d'un coup d'État militaire, parce que la crise algérienne et la crise de la décolonisation, ou du moins la crise du colonialisme, n'en finissait pas, et que ce pays était quasiment au bord d'une guerre civile. C'est dans ces conditions qu'est née la 5e République. Et même quand elle est née en 1958, beaucoup de gens trouvaient que trop de pouvoir, elle donnait trop de pouvoir au chef de l'État. Mais De Gaulle avait promis qu'il n'y aurait pas l'élection du président de la République au suffrage universel et une telle concentration de pouvoir sur le président. Et il a fallu attendre, vous savez, l'attentat du Petit Clamart en 62 pour que De Gaulle, profitant de l'occasion et de l'émotion dans le pays, mette en place un durcissement, si je puis dire, du système, avec notamment ce système de quasi-monarchie présidentielle et de concentration des pouvoirs sur le président. À l'époque, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais beaucoup de gens, le président du Sénat, s'appelait le Conseil à l'époque, s'appelait Gaston Monnerville, qui n'était pas un homme de gauche, avait dit que cette modification était une forfaiture. À l'époque, un homme notamment, qui s'appelait François Mitterrand, avait résumé les choses dans un bouquin qui s'appelait Le coup d'État permanent. À l'époque, toute la gauche, oui, avait considéré que ces institutions étaient antidémocratiques. Donc, ce n'est pas secondaire, cette affaire des institutions. Si on veut dénouer la question sociale, si on veut dénouer la question écologique, il faut créer les conditions d'institutions dans lesquelles le peuple reste un acteur permanent bénéficiant de droits. Pour que celles et ceux qui seront élus, qui auront l'honneur de vous représenter si nous prenons le pouvoir, puissent bénéficier de cette pression populaire. Pour que ces puissances d'argent qu'on vous a décrites, qui possèdent des médias, qui possèdent des moyens idéologiques puissants pour vous faire renoncer, pour nous faire douter, pour mettre le pays dans une situation difficile, pour que le peuple bénéficie de ses droits, des droits d'intervention, qui donnent plus de pouvoir à celles et ceux qui sont élus. Les amis, je vais vous dire les choses simplement. Ne faites confiance en personne. En personne, même les meilleurs d'entre nous, placés dans des situations difficiles, peuvent céder, peuvent capituler face à la difficulté. L'acteur politique qui, à tout moment, garde la tête froide, si on lui crée les conditions d'une délibération, d'une réflexion, c'est le peuple, par son action, par sa mobilisation. Nous le savons, les grandes histoires, la grande page d'histoire politique de ce pays, les plus grandes avancées sociales, n'ont pas été gagnées dans je ne sais trop quel colloque ou je ne sais quelle assemblée sage, mais par des grèves, des mobilisations, des pressions. À mon époque, on appelait ça la lutte des classes. Oui, elle existe, la lutte des classes. Oui, dans ce pays, il y a des classes sociales. Et nous qui sommes des républicains, et nous qui sommes des républicains sociaux, notre idée de la République, en quelque sorte, c'est ce socialisme réel, à savoir une égalité entre les citoyens, des droits démocratiques, etc., etc., etc. Bon, c'est l'enjeu de l'élection. Une force écologique. On l'a fait moins ce soir, mais vous le savez. Une force sociale, on vous l'a dit ce soir avec Manon Aubry. Une force qui met la question démocratique au cœur de l'élection. Vous savez ce que je vous ai décrit ce soir sur la 6e République? Ce n'est pas une planante, vous l'avez peut-être testé quand on discute avec des gens qui ne veulent pas aller voter. Quand on leur dit, mais nous, il y a une différence avec les autres, c'est qu'on ne vient pas seulement vous faire un coup de mandoline à l'occasion des élections. Mais si on est en responsabilité, on va donner des droits nouveaux, notamment le droit de révoquer les élus, le droit de virer celles et ceux qui ne vous plaisent pas. Dans les milieux populaires, les gens ils dressent l'oreille en disant « Ah, ça, je ne l'avais pas entendu. Ça, c'est nouveau. »
Et quand je vous dis, c'est pas qu'il faut être défiant vis-à-vis des uns et des autres, mais la confiance, ça c'est des trucs sentiments. Dans le couple, dans la vie, il vaut mieux avoir confiance. Mais en politique, il vaut mieux bénéficier de droits. D'accord? Donc je ne vous demande pas, il ne s'agit pas d'aimer tel ou tel grand leader, il s'agit comme citoyen conscient d'avancer de manière disciplinée et en force pour que nous puissions obtenir des droits nouveaux. Et cela se fera par le plan que je vous ai proposé. Je vais aller vers des mots de fin sur la paix. Tout de même, quand je disais tout à l'heure, on entend des choses incroyables. Allez, avec prétention, je considère, quand je vous ai dit tout à l'heure, que nous sommes les maillons d'une longue chaîne, que nous nous inscrivons dans les pas de grands ancêtres, dans lesquels je place notamment la figure de Jean Jaurès. Pourquoi il y a autant d'écoles dans ce pays, de boulevards? Pourquoi la figure de Jaurès est-elle restée si puissante? C'est parce qu'il est celui, après avoir mené beaucoup de combats, notamment le combat pour le droit à la retraite, le combat pour la laïcité et beaucoup d'autres combats. Le combat du côté des ouvriers, même les ouvriers qui parfois dans leur action étaient un peu violents, rudement réprimés, dans lequel le bon Jaurès disait toujours entre la violence patronale et la violence ouvrière, je suis du côté de la violence ouvrière, parce que la violence patronale, certes elle est plus feutrée, mais elle est plus terrible. Et le grand Jaurès est aussi l'homme de la paix. Le grand Jaurès qui était journaliste, et notamment qui avait fondé le journal L'Humanité, le dernier article qu'il a écrit, c'était le 31 juillet 1914, le jour même de sa mort. Le jour même. Et d'ailleurs, quand il est assassiné au Café du Croissant, il sort d'avoir écrit cet article, il a vérifié qu'il sera bien sur les plaques du journal et il va avec ses amis prendre ce repas qui lui sera fatal. Mais cet article s'appelait « Du sang-froid nécessaire ». C'était le titre de l'article. « Du sang-froid nécessaire ». Et Jaurès disait la chose suivante. Je ne vais pas vous assommer ces deux lignes. Mais je trouve que ça vibre encore aujourd'hui un peu. Il disait « Le plus grand danger à l'heure actuelle n'est pas, si je puis dire, dans les événements eux-mêmes. Il est dans l'énervement qui gagne, dans l'inquiétude qui se propage, dans les impulsions subites qui naissent, dans la peur, dans l'incertitude, etc. etc. » J'insiste sur ce que disait Jaurès, dans l'énervement qui gagne. Et le titre était « Du sang-froid nécessaire ». Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de dramatiques événements, et vous avez bien compris de quelle manière nous considérons et nous plaçons clairement la responsabilité de Poutine, on voit bien qu'il y a une ambiance dans le pays qui est assez préoccupante. Et vous avez des gens qui prennent la pause et qui eux-mêmes participent à cette course de tension. Donc il faut garder le sang-froid. Être militant pour la paix, ça a toujours été difficile. Toujours. Jaurès, quand il prenait position dans les mois voyant monter la guerre, s'est fait insulter, cracher dessus, agresser. Quand il prenait la parole à la tribune de l'Assemblée nationale, les nationalistes excités l'appelaient Herr Jaurès. Herr en allemand, c'est Monsieur Jaurès. Il était montré régulièrement sur les caricatures avec un casque à pointe sur la tête. C'était un agent de l'Allemagne, disaient les nationalistes, un agent de l'Allemagne. Ça a toujours été la vieille ruse. Léon Blum, pareil, s'est fait insulter. Quand François Mitterrand arrivait en 1981, la droite disait « Avec lui, on aura les chars russes sur les Champs-Élysées ». Toujours le même argument quand vous êtes pour la paix, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fabrique un monde binaire. Si vous êtes pour la paix, c'est donc que vous êtes pour un tel en vérité, etc. etc. Et donc, j'ai le cœur qui pleure. Et je le dis sans polémique parce que j'ai été dans aussi, la copine qui a gueulé va se remettre à crier, mais j'ai aussi été un militant socialiste avec Jean-Luc Mélenchon. Mais quand j'entends, et je le dis ici notamment en mémoire d'un camarade qui s'appelait Yves Carrois, qui a été longtemps une figure dans le combat que nous menions au sein du Parti socialiste. Bref, quand j'entends la candidate du Parti socialiste, elle a le droit d'avoir des désaccords avec nous. Mais oser nous traiter d'agents poutiniens, d'agents de l'étranger, que nous serions au service d'une puissance étrangère. Je lui dis, Madame Hidalgo, vous reprenez là les mots des nationalistes et de l'extrême droite. Vous n'avez pas le droit de nous parler ainsi. Vous n'avez pas le droit de créer une telle tension. Vous n'avez pas le droit de nous désigner ainsi, comme étant en quelque sorte dans le camp de l'ennemi. Ça n'a pas de sens. Ce vocabulaire ne peut pas être celui de quelqu'un d'une tradition socialiste. Nous devons, même si c'est difficile, toujours créer les conditions qu'une solution diplomatique soit possible. Bien sûr, nous sommes, pourquoi pas, donner la capacité au peuple ukrainien de se défendre, mais toujours dans des conditions qui ne rajoutent pas de la guerre à la guerre,
même si c'est difficile. C'est une puissance nucléaire à laquelle nous avons affaire. Et nous aussi, la France, nous sommes une puissance nucléaire sur un territoire en Europe dans lequel on voit bien que les questions nationales peuvent faire embraser l'ensemble du continent. Donc on doit, nous, à tout moment, créer les conditions que cela soit possible. Alors, de la même façon, il y a différents journaux qui se mettent à insulter. Il y en a un, je vais vous le lire, peut-être pour que ça vous fasse sourire, qui sait. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous avez vu, Franc-Tireur. Alors, je vais vous dire une chose. Tireur, oui. Franc, franchement, pas tellement. Hein. C'est un journal d'insulteurs macroniens. Il y a Barbier et son écharpe rouge et d'autres noms que j'entends. Il y en a un notamment, c'est Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, il dit « Entendez-vous qu'en souhaitant tel Zemmour ou Mélenchon une alliance russe, entre guillemets, je ne sais pas où on a dit ça, et un partenariat avec la Russie, vous parlez comme Pierre Laval, les collabos. Mais il va plus loin. Comprenez-vous que de Nathalie Arthaud à Thierry Mariani, en passant par Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen et tous leurs séides, vous formez le vaste parti de la soumission, le parti du froc baissé. » Voilà ce que ces gens raffinés qui ont fait des belles études, qui sont des philosophes, nous parlent. Nous serions le parti du froc baissé. Non seulement il y a là une attaque homophobe assez vile, parce que faire le froc baissé, je ne sais pas ce qu'il voit par là, de ceux qui en quelque sorte préféreraient, enfin je ne sais pas comment interpréter cette insulte, si ce n'est que nous tendrions nos fesses à M. Poutine, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais vous voyez la vulgarité du propos, la violence du propos. Ça va être comme ça sans doute dans la période qui vient. Donc il faut, comme disait le grand Jaurès, le sang-froid nécessaire. Je dis ça pour que vous compreniez, mais nous ne devons pas répondre à ce niveau-là. On doit à tout moment dire que nous voulons faire la paix, même si c'est difficile, que nous voulons la solution diplomatique, que nous voulons bien sûr l'accueil aussi des réfugiés et faire notre devoir de solidarité. Et que nous rappelons aussi, comme l'a dit tout à l'heure au passage, que ce devoir de solidarité, bien sûr, il doit s'appliquer au peuple ukrainien, mais il doit s'appliquer aussi à d'autres peuples. Mais passons. Il faut garder le cap. J'ai la conviction qu'il y a aujourd'hui, dans ce moment de politisation que je vous ai décrit tout à l'heure, une formidable opportunité pour nos idées. Haut les cœurs, haut les cœurs. Pas de pessimisme entre nous, même si la machine à défaitisme est en place. Puisque beaucoup de gens réfléchissent souvent avec les sondages, je vais vous dire une chose. J'ai la mémoire de la campagne d'il y a 5 ans, de 2017. Et je crois même d'ailleurs avoir fait ici une réunion dans cette même salle, dans laquelle j'avais eu l'honneur de venir. Puisque tout le monde s'envoie des sondages au visage en disant lui, non, lui, elle, oui, etc. En 2017, le 3 mars 2017, selon l'IFOP, le candidat Mélenchon était à 11,5%. Et nous avons terminé à 19,5%. 6. Ce que je veux vous dire, je ne suis pas bien sûr un battleur. Je ne suis pas là pour vendre je ne sais trop quel article, des cravates ou je ne sais pas quoi. Parce que rien n'est écrit. Ce que je veux dire par contre, c'est que si on compare avec la dernière élection présidentielle qui souvent sert d'exemple à des gens qui disent « Ah, quelle belle campagne la dernière fois, cette fois-ci, pas terrible ». Mais c'est qu'au même moment, il y a 5 ans, nous étions au même niveau dans les sondages. Et nous avons terminé à 19,6%. Ce que je veux dire, c'est que l'opportunité nouvelle, notamment de la division de l'extrême droite, qui à la fois crée un climat idéologique pourri dans le pays, mais ouvre des opportunités nouvelles, à savoir, pour parler vulgairement, que le ticket d'entrée au second tour est plus bas que prévu. Sans aucun doute, la centralité que va trouver le président de la République en raison du rôle qu'il joue dans les événements. Créer le fait que si nous reproduisons seulement ce que nous avons fait ensemble il y a 5 ans, Jean-Luc Mélenchon peut être au second tour de l'élection présidentielle. Donc faites passer le message. Faites passer le message. Ceux qui disent, les copains, les amis, qui disent « Ah, c'est pas possible, c'est perdu cette fois-ci ». Non, amis, ne cède pas à les machines de propagande ambiante. C'est la manœuvre de l'ennemi, de vouloir faire baisser la tête, de dire que rien n'est possible. Aucun élément matériel aujourd'hui ne peut l'amener à le penser. Aucun. Donc, à partir de là, nous devons être la force positive,
enthousiaste pour la paix, fraternelle, qui porte les valeurs de solidarité, qui veut une autre répartition des richesses, qui a lu le rapport du GIEC, on n'en a pas parlé ce soir, mais ce rapport du GIEC qui dit qu'aujourd'hui, 4 milliards d'individus sur la planète vont être prochainement touchés par le réchauffement climatique et devoir sans aucun doute quitter les lieux où ils habitent. Donc c'est un monde d'incertitude qui est devant nous si on ne prend aucune mesure. C'est cela donc le message que nous voulons faire passer par le meeting de ce soir et par la multiplication de meetings à travers la France. C'est ça le message que nous allons diffuser notamment à l'occasion de cette grande marche du 20 mars pour la 6e République et pour la paix. La victoire est possible. Amis dans la salle, qui peut-être avaient jusqu'à présent le cœur socialiste, le cœur écologique, le cœur communiste, fondamentalement, rien ne nous sépare. Fondamentalement, nous devons marcher ensemble. Fondamentalement, vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a une candidature qui permet que ce rassemblement populaire ait lieu. Il y a une candidature qui peut créer les conditions que le second tour de l'élection présidentielle ne soit pas Macron face à la haine et au racisme, mais Macron face au camp républicain, social et écologique. C'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Cette opportunité, ensemble, nous allons y arriver. Merci à tous.